Bonsoir, nous arrivons donc au terme de cette deuxième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole, en compagnie du président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani, qui est à l'initiative de ce rendez-vous, et en compagnie du général Laurent Lerbette, qui est commandeur des forces aériennes de l'armée de l'air et de l'espace, et qui est un des grands acteurs du territoire. Alors, toutes les personnes qui ont assisté à ce sommet étaient frappées par le fait qu'il y avait une progression dans la prise de conscience sur les enjeux environnementaux, qu'on était dans une époque qui était menaçante et qui avait une grande demande de quête de sens. Alors, quête de sens et esprit pionnier, c'est un peu une des caractéristiques de l'armée de l'air. L'armée de l'air, il faut rappeler que la France est la première à s'être dotée d'une force aérienne. Au moment de la Révolution française, en 1793, c'est la Convention qui, pour la première fois, constitue une force aérienne. Les autres pays attendront plus d'un siècle, un siècle et demi, avant également de saisir l'importance de la maîtrise de la troisième dimension. Et effectivement, des grandes victoires comme Fleurus, comme Maubeuge, ont été rendues grâce à la force aérienne. Donc la force aérienne française a toujours été à la pointe de l'innovation, donc c'est l'esprit pionnier. Et la quête de sens, souvent on peut penser que les armées sont traditionnalistes. En général, parlez-nous de l'armée de l'air et comment vous répondez à cette quête de sens et esprit pionnier. Bonsoir à tous. Traditionnaliste, je ne sais pas si c'est le terme. Ce qui est sûr, c'est qu'on est effectivement attaché à certaines de nos traditions. Ça, mais j'y reviendrai pas. Je voudrais surtout me focaliser sur ce dont vous avez parlé, la quête de sens. Et la quête de sens, finalement, quand j'écoute nos jeunes générations, là, qui étaient juste avant nous, elle y est. On a parlé finalement de passion, on a parlé de vocation, on a parlé d'envie de se dépasser, on a parlé d'envie d'innover. En fait, c'est ça la quête de sens, déjà. C'est ne pas subir. La troisième dimension a cette force-là. Elle n'était pas destinée à l'homme. Vaincre la force de gravité, c'était quelque chose qui finalement était peut-être pas naturel. Et cette quête de sens, on la trouve là. C'est vaincre peut-être au départ ce qui était invincible. Et l'aviation, et l'armée de l'air en particulier, est toujours dans cette dynamique de quête de sens. On a cet esprit pionnier d'aller au-delà de ce qui est possible aujourd'hui. C'est aussi ça la troisième dimension, l'espace aérien, c'est quelque chose sans limite, sans frontières. Jusqu'où pouvons-nous aller? Aujourd'hui, personne ne le sait. C'est ça aussi qui nous attire. Donc, certes, il y a tout le volet aérien, après il y a le volet spatial, mais on est bien dans le cœur de l'envie de se dépasser, de l'envie de vaincre l'impossible et d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc la quête de sens, je pense qu'elle est là. Alors après, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Aujourd'hui, l'aviation a de grandes qualités. Elle a aussi quelques faiblesses. Et justement, les gens qui sont passionnés, parce que bien souvent, ce sont bien des passionnés, on le disait tout à l'heure, ce sont des passionnés qui s'investissent dans ce domaine. Ils ont envie de faire progresser tout simplement pour faire encore mieux, pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, moins pollué, puisque c'est quand même ça aussi un peu le sujet, faire que notre aviation soit capable de durer plus longtemps, d'avoir un impact faible, en tout cas raisonné, raisonnable, acceptable sur notre environnement, sur notre biodiversité. Donc ça, c'est bien du sens aussi. Quant à l'esprit pionnier, vous l'avez cité, et en fait, les frères Montgolfier, c'est 1783, c'est 10 ans plus tôt. Et qu'est-ce qui se passe en 93? Révolution française, c'est finalement le peuple français, et donc jeune, très jeune, qui se lève d'un seul homme pour défendre ses intérêts, défendre ses valeurs. Et pour défendre ses valeurs, eh bien, on fait appel à tout ce qui existe, y compris quelque chose d'innovant. On n'a pas forcément confiance, mais c'est pas grave, il faut essayer. Alors, c'est bien ça, en fait. Je pense que dans l'aviation, dans l'espace, il faut avoir l'envie, et ça on l'a, le courage d'essayer, mais aussi le courage de se tromper, le courage d'échouer.
c'est bien souvent dans l'échec qu'on apprend le plus. Et cet esprit pionnier, vous l'avez aussi parmi l'ensemble de nos grandes figures hein, de l'aviation, qui sont des jeunes, pour beaucoup. Quand vous prenez Guimer, il a à peine 20 ans quand il rentre dans l'aviation. Nos as sont des gens jeunes. Et encore aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace, en tout cas les armées qui utilisent des moyens aériens avec des équipages qui sont jeunes. La jeunesse, c'est quand même la force, c'est le goût du risque, c'est le goût de l'audace. Peut-être que là aussi, nous avons quelque chose à apporter, ce goût de l'audace, cette prise de risque que nous avons peut-être un peu trop atténué dans notre société, alors que finalement, l'aérien, et l'armée de l'air en particulier, mais l'aérien nous offre encore cette possibilité, ce goût de l'audace, ce goût du risque. Regardez, quand vous partez, ne serait-ce que dans un avion ou dans un ballon, où finalement vous prenez un risque. Vous prenez un risque, certainement plus élevé que simplement monter dans votre voiture ou aller au cinéma. Elle s'est démocratisée, donc on a un peu moins cette culture du risque, mais finalement tout le monde l'a. Celui qui monte dans un avion, il a cette envie de se dépasser, cette envie de voir les choses du haut. Donc l'armée de l'air et de l'espace a toujours capitalisé sur ce goût de l'audace, sur ce goût du pionnier qui va au-delà de la frontière qui existe aujourd'hui. Et nos jeunes, j'entendais tout à l'heure, hein, on ne connaît que 4 métiers de l'aéronautique. Bon, bah, moi, dans l'armée de l'air, j'en ai 50. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés, j'ai de quoi leur proposer 50 métiers différents. Au-delà, bien entendu, du pilote, du mécanicien, du contrôleur. Ça va bien au-delà. C'est tout un écosystème, ça a été dit aussi. C'est un écosystème qui vit. Et cet écosystème, parce qu'il vit, naturellement, il a envie de progresser, il a envie de se développer, tout en respectant son environnement. Et c'est un élément que nous prenons à 100% aujourd'hui dans nos réflexions, mais au-delà même. Le ministère des Armées a une politique environnementale. Je pense que les gens ne le savent pas, mais nous sommes très attachés à tout ce que nous pouvons faire au sujet de la biodiversité, que ce soit sur nos aérodromes, sur nos bases aériennes, dans nos camps militaires. Nous sommes très protecteurs de la biodiversité. Ça fait partie des règles que nous devons suivre. Et en fait, c'est quelque chose qui doit accompagner le mouvement général. L'armée de l'air et de l'espace, les armées en général, et le fait aérien est un fait jeune. Et donc, il s'inscrit dans les mouvements de la société qui bien souvent est bougée par les jeunes. On l'a entendu tout à l'heure. En général, un des points importants, c'est faire face, vous l'avez dit. Il y a des menaces actuelles. Donc on a vu les menaces de l'environnement, on a vu la guerre qui se passe en Ukraine. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une guerre de forte intensité sur le théâtre européen. Il y a également la guerre informationnelle. Comment intervient l'armée de l'air et de l'espace dans ces domaines, en particulier sur la guerre informationnelle, parce que c'est une notion un petit peu nouvelle. Il y a un exemple récent quand la France a quitté la base de Gossi au Mali. Oui, alors je ne sais pas si vous avez regardé l'émission qui est passée dimanche soir, mais c'était le sujet. Effectivement, quand les forces françaises ont quitté le site de Gossi, qui se trouve à l'ouest de Gao, dans le Mali, là, on a rendu les installations, on a rendu le camp militaire que la France avait construit aux forces maliennes. Et il s'est avéré que rapidement, sur les réseaux sociaux, sont apparues des informations comme quoi les armées françaises s'étaient mal comportées et Wagner, la société Wagner, a voulu apporter les preuves que des exactions avaient été commises contre la population. Et c'est là que, si vous voulez, à partir du moment où vous arrivez à réfléchir et à vous projeter, à prendre de l'avance sur votre adversaire, à prendre de l'avance tout court, finalement, eh bien, vous êtes capable d'imaginer ce qu'on peut vous opposer. Et dans cette guerre informationnelle, on sentait bien que nous allions potentiellement faire l'objet d'attaques comme celle de Gossi. Et nous avons, grâce à des moyens aériens, que je ne décrirai pas trop, grâce à des moyens aériens que nous avions placés
en surveillance du site, eh bien, mis en évidence qu'effectivement, on était en train d'essayer de salir la France et salir les armées françaises dans une action qui n'avait absolument pas été faite. Donc cette guerre informationnelle, finalement, la troisième dimension, elle peut y prendre sa part, parce que par le dessus, on voit bien souvent des choses qu'on ne voit pas quand on est sur le sol. Ça, c'est une évidence. La reconnaissance, Saint-Exupéry était un pilote de reconnaissance. La reconnaissance aérienne est un élément qui est essentiel dans les opérations aériennes aujourd'hui. Mais je dirais qu'au-delà même de la reconnaissance aérienne, c'est les satellites aujourd'hui. Vous voyez tout ce que ça peut nous apporter dès l'instant où vous vous placez au-dessus. Vous vous placez au-dessus de la mêlée, vous avez un peu de recul et vous allez avoir non seulement la possibilité de voir des choses qu'on vous aurait cachées ou que vous n'auriez pas pu voir, mais en plus vous allez avoir un petit peu de temps pour l'analyser. En revanche, vous allez utiliser la rapidité de l'information, de la transmission de l'information au travers de l'espace pour informer toute une chaîne de commandement des avions qui vont potentiellement être en mesure d'agir quasiment en temps réel. Ça, c'est une force aussi pour le côté aérien. J'ai parlé tout à l'heure d'un espace qui n'a pas de limite. Je dirais aussi que l'espace et l'espace aérien, c'est l'avantage de la gestion du temps. On est en mesure de travailler dans le temps réel. On est quasiment en mesure d'apporter une réponse à un fait informationnel en quelques heures. On a l'information que les Russes envahissent l'Ukraine à 5 heures du matin le 24 février. 6 heures plus tard, les premiers chasseurs français sont à la frontière avec la Pologne. C'est ça aussi la force et le côté exceptionnel, le côté pionnier finalement, et le côté exaltant d'une force aérienne. Donc on voit cette dimension qui est plutôt internationale, on est dans le ciel, mais également vous êtes un des acteurs importants du territoire de Bordeaux Métropole. Et donc comment se passent les liens entre un de ces acteurs et avec la métropole de Bordeaux et puis la région Aquitaine? Alors, je vais être très clair, les relations sont très très bonnes, elles sont même remarquables. Pourquoi? Parce que finalement, nous partageons la même passion, la même envie, nous partageons les mêmes besoins également. Un certain nombre d'écoles se sont présentées tout à l'heure. Comme je le disais, moi je recrute dans 50 métiers différents. L'armée de l'air a besoin de recruter, elle arrive à recruter, on a plus de difficultés à fidéliser, parce que justement, on parlait des générations en fonction de leur âge et de leurs appétences. On a des jeunes qui rentrent parce qu'ils ont envie de servir leur pays, mais ils vont rentrer pour servir pendant 4 ans, 5 ans, et ils vont partir. Donc nous, on a un enjeu de formation. Et là, la région, là, le département, les structures qui nous entourent, et M. Anziani le sait bien, parce que je pense que quelque chose comme Tarmac, quelque chose comme Aérocampus, sont justement des outils qui peuvent aussi répondre à nos besoins. Donc nous sommes totalement installés dans la région, nous échangeons régulièrement, et puis au-delà de ça, l'armée de l'air et de l'espace, en particulier sur la région Aquitaine, et plus précisément sur la métropole bordelaise, nous sommes clients d'un certain nombre d'entreprises, de grosses, mais qui ont aussi un certain nombre de prestataires, des petits. On interagit avec des start-up. Nous sommes un membre de l'écosystème, très clairement. Certes, nous sommes militaires, ça c'est une chose qui nous différencie, c'est le côté un peu particulier. Nous avons des besoins qui nous sont propres, nous avons une mission qui nous est particulière, nous avons un engagement qui est le nôtre et que nous partageons au travers d'une passion qui est vécue aussi par d'autres et qui nous aide. Alors je vais me tourner vers le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani. Donc on a passé la journée finalement avec des acteurs vraiment du territoire, finalement dont le rayonnement est international. Comment ça fait une stratégie pour un territoire comme Bordeaux Métropole? Oui, vous me permettrez quand même de commencer par des remerciements. Je voudrais d'abord remercier le général Herbette et lui dire combien nous sommes à ses côtés. Nous avons besoin de forces militaires.
Et nous avons besoin de forces militaires qui parfois sont critiquées inutilement. Donc je voudrais vous assurer en tout cas de notre soutien. Je voudrais également remercier toute la filière aéronautique et spatiale présente aujourd'hui, et c'est un grand honneur que vous nous faites. Nous avons besoin de vous. Et puis également remercier nos différentes structures. Je vois là-bas un petit clan regroupé avec François Bafou et Bordeaux Techno-Ouest, avec Tarmac et Jérôme Darsouz, également avec l'aéroport, évidemment, qui est un élément si essentiel pour notre économie. Et ensuite, après, je vais répondre à votre question. En fait, je me suis aperçu dans toute cette journée qu'il y avait à la fois un consensus et un dissensus. Le consensus est fort quand même. Le consensus, il porte sur la décarbonation de l'ensemble de la filière. Mais en fait, à chaque fois que je vois un industriel qui rentre dans mon bureau, il commence par me parler de décarbonation. Je n'ai même pas besoin de lui poser la question. Donc c'est aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui de la culture d'un industriel que de décarboner. Et on voit bien toute la richesse, c'est-à-dire qu'il faut, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, revoir l'architecture des avions, revoir la fabrication des pièces. L'imprimante 4D, évidemment, fait économiser 40% de CO2, je l'ai dit ce matin. Revoir évidemment les carburants et donc les motorisations. Donc tout ça est essentiel et il y a un consensus. Et on a vu tout à l'heure que c'est un consensus mondial. C'est pas qu'un consensus dans notre pays, mais c'est un consensus qui est aujourd'hui adopté par l'OACI. On nous l'a dit et répété tout à l'heure. Je ne sais pas si M. Rato est encore là. En tout cas, il nous l'a vraiment posé avec beaucoup de force. Et ça, c'est essentiel, un consensus mondial sur cette question-là. Si on est tout seul, on va perdre la bataille. Si on est ensemble, on peut la gagner. Bon. Et puis après, il y a un dissensus. Ce dissensus, c'est au fond sur l'usage de l'avion. Quel usage de l'avion? Il y a deux thèses. Il y a la première thèse qui consiste à dire qu'il faut moins d'usage de l'avion, il faut moins se servir de l'avion. Puis il y a la thèse qui est la mienne, si vous me permettez de parler de cette façon, qui consiste à dire tout ça est une fausse discussion. Il y a un désir d'avion, il y a un amour de l'avion. Et puis tout ça est inscrit dans les gènes de l'homme. Dans l'ADN de l'homme, il y a la mobilité. Et la mobilité, c'est aussi, c'est pas simplement d'aller dans le département voisin, c'est parfois d'aller à l'autre bout du monde. Et moi, j'étais un grand adepte d'aller à l'autre bout du monde. Alors, je suis un peu partisan de ce côté-là. Mais voilà, je crois qu'on ne peut pas mettre de limites. S'il y a des avions dans le ciel, c'est parce qu'il y a des gens qui montent dans les avions avec joie, avec joie. Et pourquoi limiter ce plaisir, cette éducation aussi? On apprend beaucoup de choses en voyageant. Et donc, je suis défavorable. Moi, je suis un adepte donc de l'avion, mais de l'avion décarboné, bien sûr. Après, j'ai dit ce matin quelque chose que je redirai ce soir. Messieurs, mesdames, et tout à l'heure, on avait aussi des dames, il faut davantage communiquer, franchement. Ne restons pas dans un coin à se prendre des coups, comme un boxeur qui n'arriverait pas à se dégager de la pression qu'on met sur lui. Quand j'entends tout ce qui a été dit dans cette journée, je suis stupéfait de la richesse de l'information, de la force de l'argumentation. Il faut qu'on relaie ça. Il ne faut pas qu'on ait un complexe, une honte, ou qu'on dise c'est pas notre question, c'est pas notre métier. Si, c'est notre métier. C'est notre métier de dire que l'avion a sa place sur la planète. C'est notre métier de le dire. Sinon, on sera toujours victime d'un avion bashing qui est détestable. Donc, il faut communiquer. Il faut d'autant plus communiquer qu'on a vu tout à l'heure les jeunes à cette table, dans les deux dernières tables, avec aussi, Max, vous me l'avez fait remarquer, avec aussi des jeunes filles. Voilà. On voit que c'est un métier qui se féminise aussi. Et donc, il faut aussi leur donner du sens, comme le disait le général Larbette tout à l'heure. Ils sont en quête de sens, il faut leur en donner, et vous avez toutes les possibilités de leur en donner. Donc moi, je suis très satisfait de ce sommet. Et comme j'ai commencé par remercier, je voudrais terminer par féliciter. Féliciter Max Arbranet d'abord, qui est un ami. Féliciter aussi Francis Massé, qui est un autre ami. Féliciter beaucoup de monde. Féliciter évidemment la tribune. Et Jean-Christophe, qui n'est pas avec nous, mais qui par la pensée, elle l'est. Et toute l'équipe de la tribune, qui a très bien travaillé cette année et qui travaillera encore mieux l'année prochaine, avec un sujet qu'on a commencé, on a terminé par le sommet sur les questions de formation et d'éducation et de recrutement. Et bien l'année prochaine,
Ce sera notre thème majeur. Et vraiment, je pense que ce sera également un grand succès. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président.